Auditeurs et bienvenue pour ce nouveau podcast. Avec nous ce soir le titulaire indiscutable du poste, Olivier, bonsoir. Bonsoir, bien qu'il y ait un titulaire au PSG en ce moment. Et un revenant, étonnamment, il ne s'est pas cassé de membre au ski, même si la défaite face à United a dû lui faire mal autre part. Darius, bonsoir. J'ai eu très mal autre part. Bonsoir tout le monde. Alors à tête anecdotique à Dijon hier soir et surtout revenir sur la communication du PSG post-United entre vidéos, rencontres avec les ultras et déclarations en tout genre. On va revenir en détail sur à peu près tout. Commençons sans plus tarder donc sur le match d'hier soir, emporté 4-0 par le PSG face à Dijon avec des buts de Marquinhos, Mbappé, Di Maria et la coqueluche du parc, Choupo-Moting. Qu'avez-vous apprécié dans ce match, Olivier? Qu'est-ce que tu as aimé dans ce match? Mettre dans la question apprécier, c'est très difficile de répondre à ça parce que bon, ça venait après cette tellement grosse déception que ce match était vraiment anecdotique, hein, donc il n'y avait aucun intérêt, ni sportif. Et puis le spectacle a été assez nul entre une équipe de Dijon qui, comme souvent, L1 a vite baissé pavillon, et puis une équipe du PSG qui n'a pas présenté en termes de jeu ce qu'on pouvait attendre vu l'écart de niveau. Tout ça, ça ressemblait à un lever de rideau en attendant les chocs européens du soir. Et ces chocs européens du soir nous ont fait ressentir quel était le contraste entre la Ligue 1 et le très haut niveau européen, dans le suspense, dans l'intensité. Et ça n'a pas été pour améliorer notre ressenti. Alors le PSG a gagné, voilà, oui, il a gagné en marchant face à une équipe ultra limitée et résignée. On a ressenti vraiment le train-train de la Ligue 1. Alors, c'est supportable quand c'est pour meubler la pause entre deux rendez-vous de Ligue des Champions, mais c'est insupportable quand on sait qu'il n'y aura plus que ça à se mettre sous la dent jusqu'à la fin de la saison. Au total, qu'est-ce qu'on va retenir? Une victoire 4-0, le tarif syndical, 17 points d'avance et un match en retard. J'aurais qu'un commentaire à faire après ce match, vivement que la saison se termine. La joie dégouline des propos d'Olivier. Seb, est-ce que tu as, malgré tout, apprécié quelques points? Je plus sois complètement ce qu'a dit Olivier. J'ajouterais juste un truc, c'est quand on a marqué le premier but, ça m'a fait mal. Et ça t'a plu? Non, ça m'a fait mal parce que ça c'était comme un écho à notre inefficacité mercredi soir. Et sinon, Olivier a tout dit pour moi. On se rappelle de ses propos de Rabiot après l'élimination contre Barcelone. Après une victoire passée à Dijon, il avait dit « Marquer 4 buts à Dijon, c'est facile, c'est dans des champions qu'on doit le faire ». Ça résonne 2 ans après encore dans nos têtes. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé à contrepartie, Darius, même si tu viens déjà de dire quelque chose? Une organisation qui laisse à désirer, avec encore et toujours des no man's land à droite, à gauche, par-ci, par-là. On peut aussi parler d'une animation offensive qui est défaillante. J'ai l'impression que plus la saison avance et plus les intentions de jouer ensemble offensivement, qui a jamais noté notre point fort cette saison, mais s'étiole et on se repose de plus en plus sur les individualités. Et la désynchronisation de l'équipe qui est toujours plus prégnante, avec, on a l'impression, des instructions différentes en fonction des lignes. Enfin, il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Et voilà. Olivier, est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, bien entendu, et je crois qu'on peut une fois de plus déplorer la composition bancale au coup d'envoi. Alors, bon, on sait le manque connu de solutions, notamment au milieu, suite à ces mercatos épouvantables les uns après les autres. Et puis s'ajoutaient en plus hier les indisponibilités actuelles par blessure, Neymar, Cavani, Draxler, par suspension, Alves ou pour non-qualification Paredes. On voit donc à nouveau des joueurs qui ne sont pas mis dans leur meilleure disposition, comme Verratti qui a été installé pour ce match en sentinelle, ou Bernat et Nkunku qui sont respectivement relayeurs gauche et droit. On sait bien que c'est pas là où ils vont être les meilleurs. Avec une composition au coup d'envoi en un genre de 3-5-2, Verratti en sentinelle, avec un milieu Meunier, Nkunku, Bernat, Kurzawa, et puis devant Mbappé et Di Maria. Et quand on regarde le banc, alors là on mesure encore plus le déficit abyssal en quantité et en qualité qu'on a, puisqu'il y avait Buffon, Kerrer, les deux coupables du mercredi précédent, Dagba, Nsoki, Diaby, Choupo. C'est quand même pas de quoi être sûr qu'on va faire des remplacements qualitatifs. Alors bien sûr, ça passe contre Dijon, tellement le niveau est faible et tellement la motivation dijonnaise est d'expédier l'affaire courante avant de passer au sérieux, c'est-à-dire au maintien.
Mais malheureusement, la qualité du jeu d'équipe s'en ressent forcément, comme l'a dit Drayas. Ok, est-ce que malgré ça, tu retiens 3 joueurs ou plus ou moins parmi ce match? Retenir 3 joueurs, moi je redonnerais un petit satisfecit à Mbappé, qui est à peu près à la hauteur de ce qu'il nous a déçu le match précédent. Il est tellement au-dessus des autres en qualité technique, en vitesse, que il a fait passer à nouveau ses adversaires pour des plots. Alors il a créé de très grosses différences, mais il continue à avoir son déficit d'efficacité, comme on le voit depuis quelques semaines, même s'il met un beau but et il aurait pu en mettre un autre. Kurzawa, parce que Kurzawa, moi je suis vraiment agréablement surpris par ses capacités à reprendre un niveau correct après la longue période d'indisponibilité qu'il a eue. J'ai trouvé en tout cas en début de match qu'il a su proposer des choses sur son côté gauche. Et puis Di Maria, je crois que c'est le joueur qui est un peu le plus constant dans la performance cette saison, même s'il n'est pas toujours constant dans toutes les minutes du match. Il est encore à la même pour donner une balle de but sur un très beau corner. Il marque un magnifique coup franc. Il a des occasions, il bouge. Bon, c'est le Di Maria qu'on connaît et qui est une des rares satisfactions de la saison. Darius, est-ce qu'Olivier t'a volé non, il m'a pas volé, mais bon, je vais juste les dire parce que je les ai pas dans le même ordre. J'avais mis Di Maria en premier parce que pour moi, ça a été le joueur du match. Il est parfois inégal, mais c'est le détonateur de l'équipe. C'est par lui que les choses arrivent. C'est lui qui crée les décalages. Enfin, voilà. Kylian, comme Olivier, il est frustrant, mais il est tellement précieux. Et par contre, j'avais mis Kurz, mais j'avais associé aussi Meunier, parce que Meunier était dans une grosse baisse de forme récemment, et il y avait du mieux. Il n'a pas été assez servi sur son aile. Et quand il a été assez servi, il n'a pas été parfaitement inutile. Il est décisif. Et pour Kurz, pour aller dans le sens d'Olivier, il y a même un changement d'état d'esprit. J'ai l'impression qu'il nous fait une récée. C'est-à-dire qu'il a arrêté. On entend beaucoup moins parler de Kurz dans les médias sociaux. Enfin, dans les réseaux sociaux, pardon, au niveau de la coupe de cheveux, il est plus en mode la coupe de cheveux parfaite. Mais oui, mais c'est super important. Les mecs, ils sont trop. On peut parler de Kimpembe, on peut parler de Kurzawa. Il est plus dans le kick mode. J'ai l'impression qu'il a envie de se remettre au travail. Il a un gros déficit physique à combler là, mais il revient avec un vrai bon état d'esprit et je trouve que c'est à mettre en avant. Ok, moi je rajouterais Bernat, trimballé partout, toujours fiable. Alors pour Bernat, je suis à moitié d'accord. Belle petite passe décisive sur ouais, mais il y a eu du inégal, il y a eu des ratés défensifs. Il y a, tu vois, là, pour moi, il n'est pas en top, mais il n'est pas en flop, mais voilà, je l'aurais pas mis en top. Perso. Ok, on va passer maintenant aux joueurs qui vous ont au contraire déplu, Darius. Nkunku. Nkunku qui, alors moi j'ai loupé quelques matchs là avec les vacances au ski. Ton petit chouchou. Mais justement, et puis même avant que je parte au ski, il était pas mal et je l'ai trouvé très très intermittent hier soir. Des moments où il était complètement absent. Limite quand tu le vois sortir, tu as l'impression de le redécouvrir, te rendre compte qu'il était sur le terrain. Alors il a quand même apporté des choses, mais c'est très insuffisant par rapport à ce qu'il nous avait montré récemment. Marco qui a fait une première mi-temps où certes il est utile défensivement, mais à quoi il sert à part défensivement? Alors, en deuxième mi-temps il y a du mieux, mais pas assez suivant. Et puis d'une manière générale en flop c'est l'équipe, quoi, la désorganisation, la désynchronisation, le fait de s'appuyer que sur des individus, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, que ce soit devant. Enfin au milieu comme l'a mis en avant Olivier, au milieu les individus il y en a pas tellement. Enfin si, il y avait Marco Verratti, mais voilà, l'équipe d'une manière générale en flop. Olivier, à toi de jouer. Oui, moi je serais assez d'accord avec Drayas concernant Bernat, mais je nuancerais en disant que c'est pas de sa faute, quoi. Bernat, c'est pas un joueur que tu peux mettre dans l'axe du terrain, quoi. C'est vraiment pas le servir. Il n'a pas de repère à ce niveau-là, alors qu'il montre depuis le début de saison tout ce qu'il peut apporter sur le côté. On l'a retrouvé tel que son talent technique est, mais beaucoup moins à l'aise pour se placer. Et je nuancerais aussi pour Nkunku que j'ai mis en flop, mais ça c'est pas non plus totalement de sa faute, quoi. C'est pas relayeur droit, il a pas beaucoup de repères à ce poste-là, ça joue pas tellement sur ses qualités, donc il souffre un peu d'être baladé par le déficit qu'il y a au milieu de terrain.
Et puis Kimpembe, que j'ai trouvé encore un peu marqué probablement par ce qui s'est passé avant, et qui a fait quelques erreurs, et notamment une grosse de relance où il s'est un peu enflammé, il se fait intercepter le ballon. Ça aurait pu être plus embêtant, même si on avait le match en main à ce moment-là. Donc, alors qu'il était plutôt pas mal, je trouve qu'il a plongé un peu sur ce match-là, mais c'est peut-être simplement circonstanciel. Après juste pour prendre la défense de Kim, enfin, c'est toute la problématique avec Kimpembe, et c'est là où il a un palier à franchir. Alors, peut-être, en effet, il était emprunté par rapport aux conséquences de sa main. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un joueur qui permet de ressortir quand même la balle de derrière. C'est une question de dosage. Et il y a des fois où il en fait un petit peu trop, mais c'est quand même précieux d'avoir cet état d'esprit derrière. Et il est utile pour ça. Et du coup, moi, je l'aurais pas mis en flanc. Ok. Si tu veux, attends, je veux quand même répondre là. Si tu veux, en particulier à son passage au milieu de terrain, mais également Silva, à qui on l'avait souvent reproché, prennent plus de responsabilités dans la relance. Il y a eu quelques belles ouvertures en profondeur. Et voilà, Kimpembe, il est forcément un peu desservi par la très grande qualité des deux autres à côté de lui, et notamment sur le plan de la sécurité, quoi. Quand Kimpembe il fait des interventions qui est quand même parfois assez rudes, et puis il a quelques fautes de déconcentration. Donc quand la balle va sur Kimpembe, t'es quand même un peu plus inquiet que quand elle arrive sur Marquinhos ou sur Silva. Mais bon, ça n'enlève pas ses qualités, il reste le troisième larron qui est le complément quand même idéal des deux autres. Alors, je vais me permettre de te répondre en faisant un exercice de style et en ne nommant que Kimpembe pour le coup. Mais je trouve que Kimpembe, par rapport aux deux autres que tu as cités, offre quelque chose dans la relance qui est la relance balle au pied plutôt que tout simplement la passe que les deux autres ne font quasiment pas en fait. C'est-à-dire que les autres ont, c'est vrai, des facilités techniques, notamment dans les ballons longs. Mais dans les balles au sol, d'ailleurs, on peut remarquer au niveau des relances balles au sol que Kimpembe est presque le seul à le faire des trois aussi. Mais il y a aussi le fait de porter la balle et de se projeter physiquement devant. Et il permet, en le faisant, de tout simplement faire remonter le bloc. Et c'est un apport qui est important que les deux autres ne font, à mon goût, pas forcément assez. Et pour ça, enfin voilà, moi je continue à le mettre en avant parce que je trouve que au niveau proactif, en centrale, c'est le joueur le plus intéressant qu'on ait. C'est insuffisant. Faudrait un peu plus de maîtrise. Et je te rejoins complètement sur le côté chien fou, pas tout à fait maîtrisé, que ce soit dans ses interventions défensives ou dans certaines de ses prises de risque offensives. Mais dans la manière de faire, c'est une manière de faire qu'il faut mettre en avant, je trouve. Tu veux, je crois que dans les trois, Silva restera toujours le couvreur. Hein. C'est pas quelqu'un qui va tenter des montées de balle au pied. Par contre, Marquinhos le fait beaucoup plus, on le voit beaucoup plus dans le camp adverse, parfois même en position de frappe. Je trouve que son passage au milieu l'a beaucoup décomplexé sur ce secteur du jeu qui est la projection. Bon, enfin bon, je serais quand même d'accord avec toi pour dire que Kimpembe l'a plus naturellement que les deux autres. Olivier, tu fais chauffer la cocotte là en nommant Silla. Attention, tu prends des risques. Hein. 3 fois. Bon, c'est vraiment, ça m'a échappé, c'est pas inadvertent. Ouais, j'ajouterais un petit flop qui est un flop même 2019. Constant, c'est un petit flop. Je vais pas être sévère avec lui, mais c'est Diaby qui apporte plus rien, que ce soit quand il est titulaire ou quand il rentre en jeu. Il fait plus aucune différence. Et c'est normal au contenu de son âge et l'enflammade qu'il y a eu en première début de saison. Voilà. Il y a tout ça à digérer. C'est un joueur honnête, mais ça. Mais c'est un processus de progression entraîne forcément après sa première partie de saison où il était mis en avant. Il y a une partie de régression. On peut quand même le nommer. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas oublier que notre animation offensive est quand même complètement décapitée par l'absence et de Neymar et de Cavani. Diaby était un joueur un peu de complément, un électron libre qui bénéficiait de cette grande maîtrise dans le jeu offensif. Là, maintenant, on lui demande peut-être de faire des choses qu'il n'est pas encore capable de faire, parce que c'est pas Mbappé qui va tenir le ballon. Donc, il est plus dans des conditions aussi confortables qu'il l'était en début de saison. Oui. Exactement. Bon, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, le gros plan, la communication du PSG post-United. Donc, on va prendre les choses de manière chronologique. Déjà, un petit mot rapide sur la sortie d'Enrique, le sort du match, qu'on n'entend quasiment jamais, et qui, là, prend la parole juste pour fustiger le fait que Rabiot sorte en boîte de nuit. Olivier, t'en penses quoi?
Bon, j'ai trouvé cette réaction totalement grotesque et qui situe bien ce personnage face à la communication. Il est muet, il intervient jamais, ni en bien, ni en mal. Tu ne le vois pas monter au soutien de l'entraîneur, tu ne le vois pas reprendre un petit peu les choses en main, et notamment lorsqu'il faut un peu cadrer les uns les autres. Et là, d'un seul coup, il sort de son silence pour aller avoir une réaction qui est totalement à côté de la plaque. Là, on est dans une soirée épouvantable où la saison du club est quasiment finie. Il est directeur sportif. Face à ça, va-t-il intervenir pour essayer soit de calmer les choses, soit de remobiliser, soit au contraire de prendre en cause les uns les autres? Non, 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 non. Il a une réaction totalement démagogique, populiste, gluante, qui pour tenter de détourner la colère des supporters, bah, il s'attaque à un paria. Ce gars ne s'exprime jamais et là, il le fait pour dire ça. Moi, j'ai trouvé ça complètement lunaire. Et sur le fond, surtout, s'il y a bien un dossier sur lequel il ferait mieux de se taire, c'est bien celui de Rabiot. Parce que c'est quand même lui, peut-être pas lui tout seul, mais en tout cas le club, qui non seulement n'a pas réussi à prolonger le joueur, mais va en plus le laisser partir libre sans rapporter le moindre sou au club. Et alors, il est vraiment gonflé en plus de rappeler vertueusement le joueur au respect de son contrat, alors qu'il s'assoit, lui, royalement dessus, en le mettant au placard et en ne le faisant pas jouer. Donc, c'était à la fois malvenu sur la forme et sur le fond, complètement ridicule. Et un petit mot sur Enrique Adrias. Moi, j'avais un bon mot et donc j'ai voulu placer mon bon mot et je disais à une condition, à ce moment-là, il a raison, mais en fait, je suis complètement d'accord avec Olivier. Dans tous les cas, il a tort. Mais au-delà de ça, juste mettre en avant une simple question, Rabiot était-il le seul à l'avoir fait? Il y a eu plusieurs échos comme quoi d'autres joueurs l'avaient fait. Et du coup, on a un peu l'impression que c'est à l'image du club, très fort pour taper sur les faibles, mais surtout éviter de gêner les gros. Concis. On va passer maintenant à Kimpembe qui se l'est joué super prod, larmoyant, mais en même temps, il paraissait sincère à l'écran, nous expliquant que le PSG a fait preuve de suffisance, le grand mot suffisance. Est-ce que pour vous, c'est touchant ou désespérant, Drayas? Pour moi, c'est touchant et sans aucune hésitation. Je vais m'expliquer parce que je pense qu'il y a des choses à dire et il y a surtout une cristallisation autour de ce qui s'est passé. Pour moi, c'est plein de maladresse en fait. C'est juste une somme de maladresse. En voyant les images, moi, ce que j'ai pensé, c'est merde, Kim fait appel à un conseiller com, t'as de l'argent, fais relire tes textes par un conseiller com, parce que le simple fait de choisir le mot suffisance, c'est une erreur assez prodigieuse. Le mot le suffisant, c'est le mot qui est associé dans l'inconscient collectif au PSG version Qatari. Donc, tu prononces ce mot, tout de suite, ça fait réagir et ça n'a pas manqué. Dès le lendemain, il y avait Rabé Sandratana, Benarbia, et tout un tas de gens tout un tas de gens qui reprenaient ce mot et qui se sont arrêtés sur ce mot sans passer sur le reste. Pour le reste, dans le fond, après avoir revu la séquence, c'est surtout un jeune mec qui est vraiment attaché au club et il s'en veut. Il avait besoin de dépasser la culpabilité qu'il ressentait, culpabilité à cause de la main. Et en disant en substance, alors il y a une grosse erreur en termes de communication, c'est quand il dit on a pris le match à la légère. Il aurait peut-être dû dire j'ai peut-être pris le match à la légère plutôt que de dire on l'a pris à la légère, parce que là il inclut les autres et c'est peut-être un peu dommageable. Mais dans le fond, il est en train de dire, j'ai peut-être pas fait tout comme il faut, je suis pas sûr, mais ça m'arrivera plus jamais. Et on le sent, on voit au niveau du visage, au niveau de tout, le regard, l'attitude, on sent qu'il est affecté, qu'il est sincère dans son propos. Et on peut lui faire un procès de maladresse, mais lui faire le procès qui lui a été fait et l'ériger tout à coup comme un grand démon, ça a été complètement disproportionné. Olivier, ta réaction quand tu as vu cette vidéo? Moi, j'ai trouvé à la fois touchant et désespérant. Touchant de la part du joueur parce que c'est lui qui doit se sentir coupable de l'action qui va provoquer ce penalty de la dernière minute et l'élimination. Donc, comme l'a dit Draya, c'est un jeune joueur, c'est un joueur entier, c'est un enfant du club, il doit en avoir gros sur la patate et il a besoin que ça sorte, il a besoin de s'excuser, il a besoin pas de se justifier. Moi, c'est ça que j'ai trouvé quand même fort. Il aurait pu essayer, comme tous les autres, de se dédouaner ou de ne rien dire. Là, on sent qu'il est touché dans sa chair. Et désespérant parce que malheureusement, je crois qu'il dit la vérité.
Et c'est pour ça que moi, j'avais, au vu du match, trouvé un nombre de circonstances absolument invraisemblables qui me faisaient dire que voilà, ça pouvait, comme on le verra plus tard dans la bouche d'autres, être un accident. Mais si effectivement, comme le dit Kimpembe, il s'est bien passé à nouveau une suffisance, là, ça explique quand même d'autres choses que ce que montre le match, et notamment la réaction mentale après le deuxième but qui remet le PSG dans le seau. Mais si les joueurs n'étaient pas prêts à subir un coup du sort comme celui-là, auquel ils ne s'attendaient pas parce qu'ils pensaient que ça allait être facile, c'est beaucoup plus grave. Alors c'est grave bien sûr pour les joueurs et leur entraîneur, parce que moi je pensais que Tourelle nous mettrait à l'abri de ce genre de réaction. Et c'est grave, mais doit-on s'en étonner de la part des dirigeants qui, malheureusement, année après année, reprennent les mêmes mauvaises habitudes de croire que parce qu'il y a eu un bon match à l'aller, ben, au retour, ça va suivre comme ça et on commence à réserver ses billets d'hôtel pour le tour suivant. On invite l'émir pour qu'il vienne assister au triomphe romain des gladiateurs. Enfin, tout ça a un Roland de déjà-vu qui est pour moi totalement désespérant. Ce que je peux ajouter, mais en fait, en regardant l'équipe, enfin quelques jours après, parce que je pouvais pas regarder le soir même, mais il y a des fois, c'est bien pour le catharsis, etc. Et il y avait Dave Apadou qui était sur le plateau et qui disait déjà que d'après lui en tout cas, que le club, donc d'après ses sources, que le club était au courant, que Kimpembe avait parlé. Alors après, il y a toute la problématique avec Thomas Tuchel qui dit lui-même qu'il n'était pas au courant, mais là on est dans une problématique qu'on connaît au Paris Saint-Germain, à savoir que certaines personnes sont au courant de certaines choses et tout le monde n'est pas au courant de tout. Et j'ai aussi appris un truc assez fou en regardant cette émission, d'après certains mecs, enfin en tout cas ils ont des sources, mais est-ce que c'est vrai, je sais pas, mais a priori les mises au vert ont été supprimées, c'est-à-dire que les joueurs font un entraînement ensemble, déjeunent ensemble, et ensuite de ça, ils ont quartier libre. Et, et c'est assez fou sur ce match, quand tu y penses, de se dire qu'ils ont quartier libre, qu'ils vont où ils veulent, et enfin bon, je sais pas, moi, c'est tout un tas de trucs qui sont complètement ubuesques. Donc voilà, enfin, ouais, je sais plus exactement ce que je veux dire, mais c'est, tu vois, enfin, il a pas parlé non plus tout seul sans tenir le club au courant. Il y a quand il parle de, on s'est peut-être pas assez concentré. Bah, si effectivement il y a pas la mise au vert où ils sont pas tous ensemble tout l'après-midi pour essayer de se motiver, ils peuvent rentrer chacun chez eux, elles s'engueuler avec leur nana. Répondre aux trucs, enfin, j'en sais rien, enfin pour moi, enfin bon, peu importe, je sais plus quoi dire, c'est désespérant. C'est même pas une question de source, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mise au vert puisqu'ils sont pas arrivés en bus ensemble et qu'ils sont chacun arrivés par leurs moyens personnels Non, de mais, transport. mais je trouve ça. Enfin, peut-être que c'est le foot moderne qui fait que maintenant il n'y a plus de mise au vert, mais ça me paraît surréaliste. Et après, quand tu vois le match et que tu dis c'est ce match-là et qu'effectivement il y a la déclaration de Kimpembe qui dit on était peut-être pas au point, et de savoir qu'il n'y a pas de mise au vert, enfin moi ça me semble surréaliste en fait. Alors, il semble en fait que Tourelle ne soit pas un adepte des mises au vert. La mise au vert, c'est assez franco-français ou italien. Il ne l'avait pas fait pour Liverpool et ça s'était bien passé. Donc, je crois que il y a pas eu d'abolition de la mise au vert spécialement pour ce match. C'est quelque chose qu'il fait régulièrement. Mais le contexte n'est pas du tout le même avec Liverpool et ce match. Liverpool, c'est un match pour ta survie. C'est-à-dire que tu passes pas Liverpool, t'es mort et puis c'est même pas la peine d'en parler. Alors que là, tu es dans un match où tu as gagné 2-0 à l'extérieur, tu as les statistiques qui disent que tu passes à 100%. Et tu as les joueurs qui sont laissés à eux-mêmes et qui doivent se concentrer par eux. Enfin, c'est pas. Tu vois, je veux dire, autant contre Liverpool, je pense que tu peux t'autoriser ce luxe, autant j'ai l'impression que là, c'est quand même très très étrange, quoi. C'est effectivement refaire les mêmes erreurs, c'est-à-dire donner à ce match, ne pas donner à ce match l'importance qu'il a, qui reste quand Je même un trouve. match face à une grosse équipe, quelle qu'elle soit, et qui donc mérite d'être pris avec le sérieux nécessaire. Ok, ben on va passer au point suivant. Donc Mbappé a téléfoot dans son canapé familial qui annonce qu'il restera au PSG. Qu'avez-vous pensé de son intervention et est-ce qu'il faut croire ses propos, surtout Olivier? Alors autant je pense que l'intervention de Kimpembe est quelque chose de personnel, qui n'a pas été téléguidé par le club et qui a à la fois
qui est touchante et à la fois maladroite. Autant je pense que Mbappé, et ça cadre bien avec le personnage, qui est extrêmement mature, notamment dans sa communication, c'est une intervention qui a été téléguidée par le club pour confirmer le choix de la thèse de l'accident, qui finalement ne doit rien changer à la magnifique politique sportive qui est suivie depuis quelques années. L'emblématique génie français doit apparaître sur les écrans pour affirmer qu'il va rester, car il croit plus que jamais au projet. Ça ne change, pour moi, ça ne change rien par rapport aux incertitudes sur son avenir, qui vont dépendre surtout des possibilités de recrutement du club pour lui donner enfin une équipe capable de le faire gagner. Moi, on regarde la situation de Kimpembe, de Neymar et Mbappé par rapport à ce que voudrait faire le club. Et j'ai pas de doute que le club a tous les moyens, s'il le souhaite, de les garder. Je crois qu'il faut se mettre aussi du côté de joueurs de ce niveau-là, de ce talent-là, de cette aura-là, qui ont souvent des contrats de sponsoring personnel qui sont indexés à leur exposition médiatique et qui doivent pas voir d'un très bon œil le fait de sortir de la Ligue des Champions 2 années de suite en huitième de finale, alors qu'ils ont à côté des propositions des plus grands clubs du monde qui leur offrent les mêmes conditions financières et qui leur donnent de meilleures chances de gagner. Donc la communication de Mbappé me semble une communication qui est convenue, et je crois que les semaines et les mois qui vont venir ne nous garantissent pas qu'il sera encore là l'année prochaine. Très bien, Andreas, pour toi, sincère ou téléguidé? Ben, moi, j'ai surtout noté une chose, c'est qu'il dit je crois que je vais rester là l'année prochaine. Non, d'ailleurs, c'est sûr. Car qu'il commence par dire je crois, et ensuite de ça, il corrige. Alors, est-ce qu'il corrige parce que, voilà, ou est-ce que c'est un lapsus et il se dit ah merde, non, je peux pas laisser passer ça, il faut que je corrige. On n'en saura rien, mais une chose est sûre, c'est que pour moi, cette déclaration ne présage en rien le futur. Ok. On va passer maintenant au point suivant. Donc, l'équipe du Paris Saint-Germain qui reprend l'entraînement au Parc des Princes et non pas au Cours des Loges pour des soucis, je crois, de sécurité suite à un autre événement sportif, il me semble. Non, c'était par rapport au. Paris-Nice, moi, ce que j'ai lu, c'est que c'était par rapport aux ultras qui avaient tagué le centre d'entraînement. Là, ça a été communiqué parce que c'était Paris-Nice. Okay. Bon, on n'en saura peut-être pas. Ce sera peut-être pas la vérité là-dessus. Bref, Paris a repris l'entraînement au parc, donc devant quelques centaines de supporters autorisés par le club. Est-ce que cette confrontation, comment elle a été menée, est pour vous positive ou risible, Drayas? Pour moi, elle est positive en fait. Ça permet de crever l'abcès et de recréer le dialogue par rapport à des positions qui peuvent paraître irréconciliables. Je vais donner quelques insultes aux joueurs d'apporter quelques justifications, et ça permet de recréer un dialogue, de recréer quelque chose, ou alors, clairement, mercredi, il y a quelque chose qui a été cassé. Personnellement, le match de mercredi, je m'en suis pas encore remis, et je ne sais pas si je vais me remettre de sitôt, parce que c'est quand même ubuesque. On a des joueurs de 17 ans qui jouent pour leur première fois en Ligue des Champions, dont un, tu m'as rappelé ça la dernière fois, qui avait cours le lendemain, quoi. Voilà, donc il y a vraiment eu quelque chose de cassé, et je pense qu'il faut tenter de recréer un minimum le dialogue pour pas pourrir complètement la fin de la saison avec que des bannières d'insultes. Les supporters qui ont été là, si c'est des supporters qui sont assez influents dans le Cup, ce sont des supporters qui vont peut-être calmer un tout petit peu le jeu sur les banderoles qui sont déployées. Je pense que c'est quelque chose qu'il fallait faire, et je pense pas que c'est maladroit. D'accord, Olivier, est-ce que pour toi c'était le meilleur moyen de dialoguer? Moi, je suis probablement un peu plus parano que Drayas, et encore plus depuis mercredi. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le Cup, c'est quelque chose qui est à la fois soutenu et contrôlé par le club. Et pour le club, l'échéance du match de dimanche contre Marseille est une échéance importante, parce que ça va être peut-être le moyen, sinon d'effacer, du moins d'atténuer la portée de ce qui s'est passé mercredi. Il y avait donc besoin qu'il y ait une démonstration de colère et de ressentiment, mais qui soit limitée à cet entraînement. Donc ce ne sont pas tous les supporters qui étaient dehors qui sont rentrés, c'est certain, sélectionnés. Donc il y a pu avoir effectivement le défoulement,
mais ce défoulement est peut-être un préalable à la paix d'Evra que je sens se dessiner pour dimanche, comme les appels se multiplient de la part des joueurs, de la part du club. Et donc, je suis pas quand même tout à fait sûr que ça a été vraiment spontané et vraiment non instrumentalisé. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. À mes yeux, ça a été complètement instrumentalisé. Mais je pense que c'était nécessaire, en fait. Après, c'est vrai que les ultras, c'était plus avoir un espèce de contre-pouvoir au club. Là, on a l'impression que c'est un peu oui-oui ou bisounours. Ça, oui. Ça, oui. Ah, oui. Oui, surtout pour ce collectif, hein, les dirigeants de ce collectif ont peut-être pas envie que ça déborde trop. Parce que on sait toujours qu'est-ce que ça peut être dans ce genre de collectif. La base peut parfois totalement dépasser les intentions du sommet et faire déraper les choses dans un sens qui ne soit pas celui souhaité, et donc permettre ce défoulement à distance des grands événements limité à un entraînement. C'était peut-être le moyen de juguler une colère trop forte qui pourrait entacher durablement les relations si elle s'exprimait lors du match de dimanche. C'est ce que je voulais dire. Peut-être que je m'étais mal exprimé, mais on est parfaitement d'accord là-dessus. Très bien, on va passer à la conférence de presse de Tourelle, sa première depuis cette élimination, qui parle notamment de premier accident pour lui, en insistant aussi sur le fait de jeu de la VAR, pour pouvoir expliquer cette élimination. Alors, est-ce que vous avez apprécié ces propos et est-ce que vous-même, peut-être reposé, cette thèse du simple accident vous semble-t-elle crédible et seule explication possible à ce nouveau drame? Olivier, ton avis, toi qui avais, dans un premier temps, donné cette thèse de l'accident? Oui. Moi, j'ai vécu ce match un peu comme ça, tellement les circonstances me semblaient irrationnelles, extraordinaires. Mais bon, ce sont les déclarations de Kimpembe qui m'ont fait un peu hésiter à maintenir ce sentiment-là. Et j'ai voulu revoir le match à tête reposée, à distance du stress qui accompagne tous ces matchs lorsqu'on les voit en direct. Et pour moi, pour tirer la leçon de cet échec, je dirais qu'il y a plusieurs éléments. Il y a effectivement des faits tout à fait exceptionnels, avec 3 buts donnés à un adversaire qui, sans eux, n'aurait probablement rien pu faire. Il y a ces erreurs individuelles qui sont à la fois dans leur réalisation et dans le moment où elles se sont passées, là aussi absolument extraordinaires. Mais il y a aussi une incapacité à tuer le match, notamment dans la première demi-heure où on avait réussi à surmonter le premier coup du sort, à dominer totalement la rencontre. On a de nombreuses occasions, mais on n'arrive pas à les concrétiser. Et puis l'incapacité à reprendre le dessus après le deuxième but donné par Buffon de façon assassine. Et là, effectivement, on peut se demander si l'équipe était vraiment prête, et c'est là le terme de suffisance revient, était vraiment prête à assumer et à rebondir après des coups du sort de ce type-là. Et puis le troisième élément qui me semble expliquer en partie la défaite, bah, c'est ces problèmes d'effectifs qu'on a fini par oublier. Mais je rappelle qu'on est passé quand même un peu miraculeusement la phase des poules. La veille de Liverpool, beaucoup de supporters, dont moi, pensaient que le PSG n'arriverait pas à gagner et donc allait se faire sortir dès la phase de poule. Donc il y a vraiment un problème de fond au niveau de cet effectif qui a obligé Tourelle à bricoler en permanence, à ne pas trouver une formule qu'il a pu travailler. Et on a vu que quand ça tanguait, eh bien le PSG n'avait pas de sécurité dans son jeu collectif pour pouvoir mener les choses comme elles le devraient. Donc, accident probablement, mais il n'y a pas simplement un accident. Et puis la communication de Tourelle, alors autant c'est spontané pour Kimpembe, autant Tourelle comme Mbappé, c'est totalement dicté par la cellule communication. Je me retiens de rire en prononçant ce mot à propos du PSG, qui a décidé que l'accident était voilà, la thèse officielle adoptée par le club. Et on verra pourquoi plus tard, parce que cette thèse accidentelle
permet de dire que tout ça n'est pas mérité et que donc finalement tout allait bien et que c'est un hasard et que donc il faut probablement rien changer tellement c'était bien jusque-là. Je suis plus surpris que Tourelle accepte de rentrer dans cette chose-là et le fait qu'il le surjoue, parce que je pense que le mot accident a dû être prononcé au moins une vingtaine de fois dans sa dernière conférence de presse. Il faut qu'il fasse gaffe que ça soit pas à double tranchant parce que si jamais il n'obtient pas que cet effectif soit rééquilibré, cet accident assumé, il va le prendre en pleine gueule la prochaine fois. Ton avis? Bah déjà, j'ai une petite solution pour Olivier, c'est que plutôt que d'avoir du mal à dire cellule de communication au PSG, essaye au pluriel, ça marchera mieux. Dans le sens où, grosso merdo, tu as un individu et tu as une cellule de communication au PSG, voire une cellule de silence. Mais pour revenir à ce que tu disais sur le match, ouais, mais tu vois, les erreurs, pourquoi de telles erreurs, quoi? Le simple fait que tu fasses des erreurs à ce stade de la compétition et des erreurs aussi grossières, parce que les deux premiers buts, autant le penalty pour Kimpembe, alors il a le dos tourné, la frappe n'est pas cadrée, siffler le penalty, c'est pas dans l'esprit du jeu, il n'y a rien à dire, mais sur les deux premiers, c'est des erreurs que normalement tu fais pas, à ce stade, que normalement tu es concentré et ta concentration doit te prémunir de faire de telles erreurs. C'est hallucinant de faire ces erreurs. Et quand on parle de la deuxième erreur, on parle d'une période où on domine vraiment outrageusement, et pam, pouf, t'as une nouvelle erreur qui débarque. C'est qu'il y a un déséquilibre au niveau mental ou dans la préparation mentale, ou je ne sais pas exactement où, qui est bien au-delà de l'accident, quoi. Qui est vraiment bien au-delà de l'accident. On peut aussi parler de l'exploitation. Quand on parle de la période où on domine, notamment jusqu'à ce que Bailey soit sur le terrain avant qu'il sorte, on peut faire tellement plus sur son couloir gauche. On est tout le temps là-bas, mais on a un nombre de centres qui est complètement insuffisant. Enfin bon, et il y a à la fois une domination qui est stérile au regard de l'adversité et au regard du degré de domination qu'on a. On a à la fois une désorganisation qui est totale à partir de la deuxième mi-temps où on commence à voir apparaître des trous béants et on essaye de marquer sur des exploits individuels qui s'additionnent les uns aux autres. Et enfin, il n'y a qu'un seul espoir et j'espère que ce que tu dis est vrai, Olivier. J'espère que c'est commandé par le club. Il n'y a qu'un seul espoir, c'est que Tourelle ne tienne pas le même discours en privé, quoi. Et que ce soit vraiment un discours public, parce que c'est tout sauf un accident, ce match. C'est une somme d'accidents, mais une somme d'accidents qui ne devrait jamais se produire si on était préparé, ne serait-ce que normalement. Voilà, il y a pas si longtemps, on avait appelé Yannick Noah au chevet. Maintenant, il y a mieux qu'Yannick Noah. Il y a un mec qui s'appelle Jared Tendler. Il y a des mecs aux États-Unis qui sont très très forts pour la préparation mentale. Alors au début c'était plus individuel. Quand on parle de Jared Tendler, ça a été un coach au début, un coach de golfeur. Ensuite de ça, ça a été un coach de joueur de poker. Maintenant c'est un coach d'équipe de e-sport. Mais il y a des vraies recherches qui ont été faites et des vrais résultats concrets qui ont été mesurés au niveau de la psychologie du sport. Et il y a des vrais outils qu'on peut utiliser. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas un club novateur qui ferait appel à ça? Parce qu'on en a clairement besoin. Et c'est tout sauf un putain d'accident. On a l'impression que c'est presque commandé. Il y a cette espèce de... Quand on regarde le match en deuxième mi-temps, il y a cette espèce d'inconscient collectif que chaque supporter parisien ressent, qui est on va se prendre ce troisième. Et c'est que c'est pas un accident, c'est que c'est presque génétique dans ce putain de club. Enfin voilà. Donc accident, c'est du foutage de gueule et il n'y a qu'un seul espoir, c'est que c'est effectivement la théorie retenue pour mettre en avant et que le discours en interne soit diamétralement opposé au discours collectif. Tu me parlais aussi de quelque chose en off hier, c'était l'absence de communication entre les joueurs pendant le match où chacun ça, oui, bon, oui, c'est ubuesque. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on en parlait, on savait pas si c'était Alves qui disait une chose et Silva qui disait l'autre, si c'était Alves qui disait d'attaquer et Silva qui disait de défendre, ou si c'était le contraire. Ça change pas grand-chose. Mais dans les faits, voilà, on a des joueurs qui sur le terrain tout à coup donnent des consignes et les consignes qui sont opposées les uns aux autres. Enfin bon, comprendre ce club, c'est une gageure qui est... Enfin, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a juste pas de mots. Comprendre ce club, c'est à la fois un club qu'on adore, mais c'est un putain de club de merde, quoi.
Je vais citer un truc que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Il y en a un qui disait que malgré ça, on méritait de passer à 100%. Et je trouve qu'il y a une réponse intéressante de la personne qui dit malheureusement même pas, parce qu'au final, on ne peut pas occulter nos erreurs dans le bilan. Quand tu donnes 3 buts à un adversaire qui ne fait rien pour te pousser à l'erreur et que toi, au contraire, tu essayes de pousser l'autre à l'erreur sans qu'il ne flanche, c'est aussi un indicateur de performance, malheureusement. C'est vrai que c'est assez juste là-dessus. Olivier, Quand on revient sur cette notion d'accident, bon, l'accident, ça peut toujours arriver. Mais le problème, c'est d'avoir les capacités à surmonter cet accident. Et quand on voit la première erreur de Kerrer, elle arrive en tout début de match. Et le PSG n'est absolument pas abattu par cette erreur et repart. Et c'est là où il a sa meilleure période. La deuxième erreur, elle est dramatique parce qu'elle est à la fois, justement, elle ponctue une période de domination totale où manifestement Manchester United apparaissait ce soir-là comme un adversaire négligeable. Donc on pensait que tout allait pouvoir continuer, mais on avait simplement égalisé. Et elle survient de la part d'un joueur qu'on a recruté justement parce qu'il a une force mentale de très grand champion ancrée en lui et qu'on pense que ce joueur va être peut-être capable de tirer derrière lui une équipe qui a été traumatisée par différents événements. Et c'est lui qui fait cette faute-là. Et c'est lui qui fait que l'équipe va sombrer dans un doute qui est le doute qu'elle a déjà connu et qu'elle va être incapable de surmonter. Alors si le club avait l'habitude de mettre les bonnes personnes à la bonne place, je croirais qu'il soit capable d'aller engager quelqu'un qui soit fort sur le plan de la transformation psychologique des choses. Mais malheureusement, ce club nous a habitués à ne pas faire ça du tout. Et puis, il nous habituait une fois de plus à prendre les rendez-vous par-dessus la jambe. Et ça ne peut pas continuer, alors que malheureusement, il est fort probable que ça va continuer. Et je crains que le discours de Tourelle soit un discours à la fois interne et externe, parce que si tu es Tourelle, moi tel que je l'imaginais, je déboule le lendemain matin dans le bureau de Nasser et je lui dis, écoutez, ou vous me donnez une équipe capable de gagner, ou alors je m'en vais. Et il a fait comme tous les autres, il va accepter sa prolongation. Donc tout ça est très très inquiétant et ne donne pas beaucoup d'espoir de rebond pour l'avenir. Je voulais juste réagir sur le deuxième but. Il y a l'erreur de Buffon qui est indiscutable et comme tu l'as dit parfaitement, on a entre autres acheté ce joueur pour donner une âme et pour éviter que se produise ce qu'il s'est produit et où il était le principal acteur. Mais avant ça, faut pas oublier que Rashford passe une frappe aux 25 mètres et qu'il est libre comme l'air quand il place sa putain de frappe, quoi. Il est libre comme l'air. Donc il y a l'erreur de Buffon en bout de course, mais c'est toute l'équipe qui est en train de faire une erreur sur ce deuxième but. Comme la frappe du péno d'ailleurs. Oui, comme la frappe du péno où le mec il est dans un no man's land, il est tout seul sur la droite et il se retrouve. Peu importe. Oui, mais enfin, aussi mauvais soit-il, il faut bien quand même qu'ils aient quelques occasions. Tu peux pas imaginer un match où on contrôle la totalité des choses et qu'on empêche les joueurs de frapper, c'est pas possible. Mais les quelques occasions qu'ils ont, c'est des occasions qu'on leur donne parce que encore une fois, le premier but c'est une passe de Kerrer, le deuxième but Rashford, jamais il doit être dans ce fauteuil pour tenter cette frappe, et le troisième but, si tu regardes, c'est une image, on trouve ça assez facilement sur Twitter, où tu vois l'espace qui est laissé libre sur la droite par où déboule le Mancunien qui va tenter la frappe, qui est juste hallucinant. C'est hallucinant de voir un tel espace, à un tel niveau. C'est juste la démonstration que l'équipe est malade. Alors elle a essayé de faire illusion pendant 30 minutes, et en essayant de faire illusion, que bons joueurs comme Lukaku et autres. Mais j'ai pas de mots. J'ai juste pas de mots. Oui, pour la fin du match, alors là, il faut parler aussi d'un match que Tourelle a raté. Il l'a raté dans la préparation, on l'a vu. Il l'a raté dans sa composition. Il l'a surtout raté dans ses changements. Les changements qu'il fait sont des changements qui vont encore plus désorganiser son équipe. Paredes, on sait qu'il va jouer plutôt en arrière. Recentrer Alves, on sait que ça va pas être bon. Et on a vu réapparaître
ces grands écarts entre la ligne arrière et la ligne de devant dans lesquels eh bien, Manchester a réussi par accident, je ne veux pas employer ce mot-là, mais a réussi de temps en temps à pouvoir s'engouffrer et à tenter une frappe. Donc il y a des tas d'événements à la fois qui sont constitutionnels, qui sont ponctuels et qui sont malheureusement répétitifs d'année en année. Et ouais, on va passer maintenant à la stratégie du club, qui semble être une nouvelle fois, on ne change pas une équipe qui perd. Drayas, ton avis là-dessus? Pour moi, il y a deux axes qui empêchent de répondre à ta question. Le premier, c'est l'axe objectif, qui est le fair play financier et les incertitudes qu'il pose. Et enfin, il y a l'autre axe qui empêche de répondre à sa question, qui est la structure même du management du PSG, avec encore et toujours ces 10 000 voix pour dire chacune 10 000 choses différentes. Donc, qu'en est-il? T'en sais foutre rien. Le fair play financier, c'est malheureusement pas quantifiable parce qu'on n'a pas les informations. Il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent ci, il y a des gens qui disent machin. Il y a le tribunal arbitral des sports. D'ailleurs, on a eu une réponse du tribunal arbitral des sports ou toujours pas, parce qu'elle était censée venir, machin, truc, voilà. Tu as des gens qui disent il faut une enveloppe, il faut que tu récupères 100 millions. T'en as d'autres qui disent non, on est crème. T'en as, enfin. Cette élimination, c'est sûr que ça nous rapporte pas d'argent. Ça oui. Mais de toute façon, enfin. On n'en sait foutre rien de ce qui se passe. Ça se trouve, il va falloir qu'on va être obligé de vendre un joueur. Ça se trouve, on va pouvoir fonctionner normalement. Ça se trouve, on va garder les deux joueurs, mais on ne pourra rien faire derrière. Ça se trouve, on n'en sait rien. Et quant au deuxième problème, le fait d'avoir 10 000 voix qui disent 10 000 choses, je pense, il n'y a rien à dire sur le sujet, si ce n'est être blasé par ça. Et l'un dans l'autre, on met les deux ensemble. Qu'est-ce que va faire le PSG cet été? On va voir. Ça se trouve, on va avoir un Antero Henrique qui va se battre encore avec Tourelle, puisqu'à priori, il reste. Si c'est pour revivre le même été que l'été précédent, ça va pas être funky. Ok, Olivier, est-ce que tu as encore un espoir dans ce projet QSI ou de moins en moins? Non, honnêtement, de moins en moins, parce que les signes envoyés depuis l'élimination sont inquiétants. Premier signe, tout le monde, la thèse officielle, c'est un accident. Donc si c'est un accident, bah, finalement, on n'y est pour rien. Donc pourquoi changer? Je crois que c'est déjà la première chose. Ensuite, les autres signaux, c'est que les prolongations évoquées dans la grande période d'euphorie qui a succédé à la grande trouille de se faire sortir en poule, eh ben, on nous dit que c'est toujours d'actualité. Donc on va peut-être donner 1 an, 2 ans à Buffon. Là, t'es atterré quand même. On a vu les limites de ce gardien contre ce match. Et puis Alves, qu'est-ce qu'on fait? On le prépare pour la Coupe du Monde. On a l'impression que les Brésiliens du PSG, bah, à quoi sert le PSG? Ça sert de match d'entraînement et de préparation physique pour les Coupes du Monde ou la Copa América. Là, notre ami Neymar, bien qu'il y soit pour rien, bah, il va reprendre tranquillement à son rythme pour être prêt pour la Copa América. Alves, bah, on va le garder pour qu'il soit prêt pour sa prochaine Coupe du Monde qui finisse en beauté. Donc tous ces signes-là sont très inquiétants. On entend que Antero Henrique, bah, oui, il va continuer. D'ailleurs, l'image hier où j'ai failli éteindre la télé, c'est celle où tu vois Nasser et Henrique, bras dessus, bras dessous, assis dans la tribune, pour bien montrer au monde entier que c'est une équipe soudée de gars qui ne vont pas se laisser prendre par le mirage d'un accident et qui tiennent ferme les rênes pour mener le PSG vers quoi? Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont capables de comprendre qu'est-ce que c'est que l'exigence de la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils ont regardé hier la Juventus contre l'Atlético Madrid? Est-ce qu'ils ont vu comment la Roma, en une semaine, a renversé la totalité de son management en virant l'entraîneur, en virant le directeur sportif, en intronisant Ranieri, l'homme de tout, le pompier de service, dès le lendemain? Est-ce qu'ils ont vu comment le Real Madrid a réglé le problème en allant récupérer Zidane avec un coup médiatique absolument extraordinaire? Non. Au PSG, c'est silence, on dort et on vous annonce que cette défaite ne va rien changer. Et Drayas parlait du fair play financier, mais parallèlement à tout ça, on n'a que des signaux positifs des moyens du club, puisqu'on nous annonce des recettes records, on nous annonce des sponsors en veux-tu, en voilà. Donc tout ça devrait permettre de faire un mercato enfin performant pour pouvoir combler les trous énormes qui existent dans cet effectif, un milieu totalement déserté. Bref, le club devrait se mettre en ordre de bataille, tirer enfin les leçons d'une défaite.
Mais il ne les a jamais tirés. Il les a pas tirés la première fois après la remontada. Il les a pas tirés l'année dernière. Après, ensemble, on va le faire. Et il les tire pas cette fois où on se fait battre par une équipe de juniors alors qu'on a mené 2-0. Ah, le PSG, c'est l'équipe de tous les records. Oui, oui, il fait les records qu'on n'a jamais vus dans l'histoire, c'est-à-dire être capable de se faire sortir après avoir gagné 4-0 à la maison et être capable de se faire sortir en ayant gagné 2-0 à l'extérieur. Voilà. Bon, bah, ils sont peut-être contents. Ils sont peut-être contents de ça, finalement. Pardon. Il y en a juste un qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait 0 points en phase de poule de Ligue des Champions. Ça, on le laisse à un autre club. Excuse-moi, pardonne-moi de t'avoir interrompu. Non, j'avais fini. Mais oui, c'est désespérant et t'en arrives à un point où tu te dis qu'au fond, la seule solution, c'est un remplacement de Nasser par. On parle de Nicolas Sarkozy, on parle de Michel Platini. C'est les deux, moi je dis. Go, 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 quoi. Platini, c'est plus un... Moi, je pense que Nasser, finalement, on a réussi à lui trouver sa place. Nasser, bon, il est décoratif, il présente bien le club, il est propre sur lui, il est bien avec les instances, il vient d'être nommé dans les instances européennes. Je crois qu'il s'engage moins dans la vie de tous les jours qu'il ne l'a fait, et en particulier dans son interventionnisme câlinatoire auprès des vedettes de son effectif. On sent que Tourelle a quand même pris un peu la main sur ces relations entre le club et les joueurs. Mais ce qui manque, c'est le pendant de Jean-Claude Blanc aux affaires extérieures. C'est un président délégué du domaine sportif, un professionnel, quelqu'un qui est capable de manager l'ensemble des éléments qui vont avec le sportif, quelqu'un qui est capable de travailler en collaboration avec un entraîneur, quelqu'un qui est capable de communiquer, quelqu'un qui est capable de recruter. Voilà, tant que cette personne-là ne sera pas là, tant que la responsabilité sera diluée dans le secteur sportif, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas. Et le problème de cette dilution, c'est que personne n'a suffisamment de poids pour tirer le signal d'alarme. Voilà, c'est chacun de son côté, chacun dans son précaré, chacun se contentant d'une petite parcelle de pouvoir, mais personne assez respecté, assez costaud pour dire à l'émir, bon écoutez, là vous êtes en train de le flinguer votre projet, vous êtes la risée de la planète, là, vous pouvez pas dépenser autant d'argent pour des résultats aussi pitoyables. Voilà, tant qu'il n'y aura pas quelqu'un dans qui ils ont confiance, à qui ils peuvent confier le projet sportif de ce club, on ne voit pas pourquoi les choses changeraient. Je ne peux que aller dans ton sens. J'aimerais juste rectifier un truc que tu as dit. Tu dis que Tourelle a pris un petit peu le pouvoir. Et on en a une preuve éclatante avec le fait qu'a priori, Antero Henrique va rester. Oui, je crois que c'est le problème. Mais en soi, Olivier, tu as complètement raison. C'est juste qu'au niveau management, ce club est parfaitement incompréhensible. Voilà, tout simplement. Je crois que pour avoir discuté avec certains chefs d'entreprise qui travaillent avec ces pays du Golfe, ils se sont tellement fait avoir au moment où ils ont commencé à avoir de l'argent qu'ils se méfient de tout le monde. Et ils préfèrent finalement avoir deux personnes qui ne s'entendent pas, pensant que c'est plus facile à contrôler que s'il y a une bonne entente. Je crois que la gestion du duo Léo-Carlo, elle est tout à fait symptomatique à cet égard. Dès qu'ils ont pu s'en débarrasser, ils l'ont fait, ils se sont jurés que jamais ils ne dépendraient de personnes comme ça qui sont capables de gérer sans eux le secteur sportif. Et donc ils entretiennent des espèces de couples bancals qui sont incapables de tirer dans le même sens. Si tu as raison, il n'y a pas beaucoup d'espoir, Olivier. Et le plus désespérant, c'est qu'on avait si bien commencé. Ouais. On va se projeter maintenant rapidement sur le match contre Marseille dimanche soir. Alors, je vais vous demander deux petites questions. Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Et puis un petit prono, Olivier. Là, je suis pour la première fois de ma vie de supporter du PSG depuis sa création. Je suis arrivé à un tel point d'exaspération que je suis tiraillé entre deux sentiments. Éviter bien sûr le nouveau faux pas et continuer de battre le rival. Notre rival, non pas éternel, parce que cette rivalité a été créée toute pièce, mais ce rival qu'on a plaisir à écraser année après année. Et vraiment, ça m'emmerderait profondément que ça ne se passe pas comme ça cette fois-là. Mais aussi, je m'en repens amèrement le souhait qu'il y ait une défaite. Voilà, pour qu'il y ait enfin une prise de conscience, pour que le parc s'enflamme, pour que la tête des uns et des autres soit demandée, pour que enfin ils aient le nez dans leur, je ne dirais pas quoi, et que quelque chose bouge, quoi. Je sens tellement venir la réconciliation générale autour d'une nouvelle
danse de Saint-Guy sur le cadavre de l'OM que ça me désespère que ça se passe comme ça, même si ça serait vraiment un crève-cœur qu'on ne soit pas capable de les remettre à la raison quand on voit la jouissance tout à fait cynique qu'ils ont de nos malheurs. Et en pronostic, du coup? En pronostic, je pronostiquerais quand même une victoire 3-0. Drayas, ton avis? Ben moi, alors déjà, j'aimerais revenir sur ce que disait Olivier tout à l'heure sur la question entre la réunion entre le Cup et les joueurs. Et tu disais tout à l'heure que ça permettait d'oublier, sinon atténuer. J'aimerais préciser que non, quel que soit le résultat face à Marseille, ce qui s'est passé à Manchester ne sera pas oublié ni atténué, et il restera, et il sera plus long à effacer que Barcelone, au fond, on aurait fait une bonne campagne cette année, ce serait oublié. Mais une bonne campagne ne fera pas oublier le cataclysme qui a été ce match contre Manchester, où encore une fois, rappelons-le, on a vu un jeune homme de 16 ans être très content, et le lendemain, il allait en cours. Hein. Et voilà, il était sur le terrain. Avec un maillot floqué au Parc des Princes. Voilà, c'est inoubliable. Et pour l'atténuer, il va falloir du temps. Et une campagne réussie ne suffirait pas à oublier ce marasme, le marasme qu'a été ce match. Sinon, pour ce match, pour moi, on ne peut que perdre. On ne peut que perdre parce que, alors, je ne sais pas si je vais jusqu'à ton extrémité, Olivier. Je suis pas sûr que, justement, tu vois, je suis même pas sûr qu'une défaite aurait. Ouais, peut-être, si, à la limite, on pourrait en vouloir une défaite. Et une défaite, vue sous cet axe, serait ne pas perdre. Mais pour moi, si on gagne, on perd parce que on continue dans la même merde que tu as si bien décrite. Et si on perd, en plus de ça, on perd contre Marseille. On va pas arrêter d'entendre parler, ce sera affreux. Enfin bon, c'est un match où en tant que supporter, on va se sentir obligé d'être concerné, alors qu'on n'a plus vraiment envie d'être concerné par ce club. Mais bon, voilà. Donc, pronostic, du coup, défaite de 1 ouais, non, victoire de 1. Victoire de 1, mais bon. Moi, je voudrais revenir sur ce que tu dis qu'on n'oubliera jamais. Mais malheureusement, le problème de ce club, c'est qu'on oublie trop vite. On a oublié, alors que je me rappelle les lendemains, les jours qui ont suivi la remontada, mais tout le monde était dévasté, la colère était énorme. On a oublié. Et il s'est produit l'année suivante, alors qu'ils avaient fait tout un grand battage sur ensemble, on va le faire, à nouveau une déballonnade, et on a oublié. On a tellement oublié qu'il n'y a pas que les dirigeants, qu'il n'y a pas que les joueurs, qu'il n'y a peut-être pas que l'entraîneur qui était suffisant. Nous l'étions, nous aussi. Nous l'étions depuis Liverpool. Nous l'étions depuis l'Étoile Rouge de Belgrade. Et on n'a tiré aucun signal d'alarme. On se frisait les moustaches à l'idée de ce match fastoche où on allait pouvoir se fraterniser autour de la victoire d'un Manchester qu'on avait balayé à l'aller et qui se présentait, les pauvres, les malheureux, les tocards dans l'état où ils sont cette année, avec en plus, comme tu le dis, que des gamins. On a oublié, nous les supporters, on n'a mis aucune pression sur ce club, on n'a tiré aucun signal d'alarme. Donc je crois que malheureusement, la capacité d'oubli de tous les éléments du PSG, du supporter jusqu'aux joueurs, elle est incommensurable et qu'il faudra peut-être un séisme à l'échelon national, comme le serait une défaite face à Marseille, pour qu'enfin on se sorte un peu les doigts et qu'on défende ce qu'on aime le plus au monde, ce qu'on a supporté depuis qu'on est en âge de supporter. On peut pas laisser ce club mourir comme ça à petit feu dans la satisfaction, l'autosatisfaction générale de ses dirigeants. Mais ils ont acheté ce club pourquoi? Pour se faire fesser devant tout le monde 3 années de suite. On a acheté Neymar et Mbappé, on a fait des bras d'honneur à la planète, et avec eux, on est incapable de passer les 8e. Mais on a l'air de quoi? Et on se révolte vraiment contre ça? Malheureusement, je crois que ce n'est pas le cas. Je ne peux que plus soyer ta diatribe pleine de justesse et fort à propos. Et je vais juste m'inscrire en faux sur ce que je défendais tout à l'heure. Et pour moi, c'est plus vicieux cette défaite contre Manchester. Et je ne suis pas sûr que les supporters, même si je suis entièrement raison avec ton analyse des supporters,
mais que celle-là, les supporters vont l'oublier de sitôt. On verra. Rendez-vous le lendemain de PSG Web. On verra. Tu as peut-être raison, mais j'en suis pas sûr pour le coup. On verra ça. Merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir encore une fois supportés. Olivier, tu nous racontais dans le dernier podcast, Dreas n'écoutait pas, mais que les relances de Dreas te manquaient. Est-ce que maintenant, une fois qu'il est revenu, ne regrettes-tu pas tes propos ? Écoute, là, on a été d'accord pratiquement sur tout. Le malheur rapproche. J'attends qu'on soit un petit peu mieux pour qu'il nous sorte ces propos iconoclastes que j'aime tant pouvoir discuter. Laisse-nous parler de Thiago Silva et ça reviendra très vite. Bonsoir à tous et bon match contre Marseille. Dreas, l'homme qui part quand Paris tangue, espèce d'homme de lâcheté, est-ce que tu as aimé ton retour ? En d'autres circonstances, peut-être. Oui, ça fait plaisir de retrouver le podcast, ça fait plaisir de retrouver cette atmosphère. Mais les circonstances ne sont pas gaies. C'est sûr, il y aura des jours et des soirs meilleurs, espérons-le. Bonne soirée à tous. Salut, bonne soirée. Ciao tout le monde.